Bonjour et bienvenue. On a souvent cette image de l'investissement comme un simple interrupteur pour l'économie. On met sur on, l'argent arrive, la croissance démarre, on met sur off et hop, tout s'arrête. Mais est-ce que c'est vraiment aussi binaire que ça ? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans les rouages de l'économie quand une entreprise, ou même l'État, décide d'investir ? Aujourd'hui, on va justement décortiquer ce mécanisme. On va regarder comment un investissement peut déclencher des effets en chaîne bien plus complexes qu'on ne l'imagine. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse économique très concrète, basée sur l'économie tunisienne. Notre but, comprendre comment un seul billet de banque se transforme en croissance pour tout un pays. Exactement. Et pour bien partir, il faut bien définir les termes. Quand on parle d'investissement ici, on ne parle pas d'acheter une action en bourse, hein. Non, ce n'est pas ça. Non. L'analyse utilise un terme un peu technique mais qui est central. La formation brute de capital fixe, la FBCF. Ça sonne un peu rébarbatif. Ça l'est un peu, mais l'idée derrière est très simple. En fait, c'est l'argent qu'on dépense pour acheter des biens qui vont servir à produire, et à produire durablement. Donc on parle de machines, d'usines, de logiciels, de routes, des choses qui restent, pas le café du matin. Précisément. C'est tout le contraire de la consommation. On ne détruit pas le bien, on l'utilise pour créer de la valeur. Et pour donner une idée, la source nous dit qu'en 2015 en Tunisie, cette FBCF, c'était presque 17 millions de dinars. Ce n'est pas rien, c'est un vrai moteur. D'accord, le cadre est posé. Alors, allons-y. Le premier effet, le plus évident, que la source appelle l'investissement de capacité. Le nom est assez parlant, j'imagine. Oui, en grande partie, c'est vraiment le mécanisme de base. Prenez une boulangerie. Elle a de plus en plus de clients, la file s'allonge, le four ne suit plus. Le boulanger se dit que cette demande va durer. Donc, il agit. Il agit. Il achète un deuxième four, plus grand, plus moderne. C'est ça, un investissement de capacité. Il augmente son stock de capital, son four, pour pouvoir produire plus de pain. Et si on imagine ça à l'échelle de milliers d'entreprises qui font la même chose, on a de la croissance économique. C'est exactement le principe. Chaque entreprise augmente sa capacité, et l'addition de toutes ces augmentations, eh bien, ça augmente la capacité de production de toute l'économie. C'est l'effet mécanique. Et c'est là que les chiffres tunisiens entre 2015 et 2020 sont passionnants. Ah oui, la théorie c'est une chose, mais les chiffres, ça ancre les choses dans le réel. Alors, que nous disent-ils ? Ils nous montrent une corrélation quasi parfaite. Entre 2015 et 2019, c'est une période de croissance. L'investissement, la FBCF, grimpe chaque année, de manière régulière. Et le PIB suit ? En miroir, le PIB nominal, donc la richesse créée, augmente lui aussi chaque année. Les deux courbes montent vraiment main dans la main. Jusqu'à un certain point. J'ai vu qu'il y avait une rupture très nette entre 2019 et 2020. Une rupture spectaculaire. En 2019, la croissance de l'investissement était encore positive, autour de 7%. Et en 2020, c'est l'effondrement. On parle d'une chute de plus de 30%. C'est un coup de frein énorme. Waouh, 30%. C'est considérable. Et l'économie, elle réagit comment ? Instantanément ? L'impact est direct. La même année, en 2020, le PIB plonge à son tour de plus de 4%. La source insiste vraiment sur cette relation. Quand l'investissement accélère, comme entre 2016 et 2018, le PIB a accéléré aussi. Quand l'investissement s'est écroulé, le PIB s'est écroulé avec. C'est très clair. Le moteur de l'investissement est directement branché sur la vitesse de l'économie. D'accord, donc plus de machines, plus de production. Ça, c'est la partie visible, presque mathématique de l'iceberg. Mais j'ai l'impression que c'est maintenant que ça devient plus subtil. L'analyse dit que le simple fait d'investir peut créer des bénéfices gratuits pour les autres. C'est ça, ces fameuses externalités positives. Ça semble presque trop beau. Et pourtant, c'est un des concepts les plus puissants en économie. L'idée, c'est bien celle-là. Une externalité positive, c'est quand l'action d'une entreprise ou de l'État génère un bénéfice pour d'autres, sans que ces autres n'aient rien demandé, et surtout sans qu'ils aient payé quoi que ce soit. C'est un effet de débordement en quelque sorte, un cadeau involontaire. J'aime bien cette idée de cadeau involontaire. La source donne des exemples pour que ce soit plus concret. Oui, 3 exemples très clairs. Le premier, c'est celui des infrastructures. Imaginez une grosse entreprise qui veut installer une usine dans une zone un peu marécageuse isolée. D'accord. Pour son propre besoin, elle va financer de gros travaux, elle assèche le marécage, elle construit une route pour ses camions. Elle paye pour son projet, c'est logique. Oui, mais le résultat, c'est que toutes les terres autour, qui ne valaient rien, deviennent d'un coup accessibles et exploitables. Les agriculteurs du coin en profitent, une autre entreprise peut s'installer à côté et utiliser la route. Ils bénéficient tous d'un aménagement qu'ils n'ont pas financé. C'est une externalité positive pure.
Les investissements publics comme les ports ou les aéroports, c'est le même principe. C'est très clair. Le deuxième exemple, la recherche et développement. Celui-là est intéressant. C'est un cas d'école. Une société pharmaceutique dépense des milliards sur 10 ans pour trouver une nouvelle molécule. Au début, elle est protégée par un brevet. Elle a le monopole. Mais un brevet, ça ne dure pas éternellement. Au bout de 15-20 ans, la formule tombe dans le domaine public. Mais attendez, ça veut dire que l'entreprise qui a fait tout l'effort financier voit ses concurrents en profiter gratuitement après. C'est frustrant, non? Ah, pour l'entreprise, c'est le jeu. Et oui, c'est frustrant. Mais pour l'économie dans son ensemble, c'est un gain incroyable. Une connaissance qui a coûté des milliards est maintenant disponible pour tous. D'autres peuvent s'en servir pour innover, pour produire des génériques. La productivité de tout le secteur augmente grâce à l'investissement d'une seule firme au départ. Je vois. Et le dernier exemple, c'était les investissements étrangers. Comment ça marche? Là, c'est une externalité de compétences. Une multinationale automobile, par exemple, ouvre une usine en Tunisie. Elle arrive avec ses ingénieurs, ses méthodes, sa technologie de pointe. D'accord. Les entreprises locales qui veulent devenir ses fournisseurs sont obligées de se mettre à niveau, d'adopter ces standards de qualité. Elles apprennent par contact. Les employés locaux qui sont formés chez cette multinationale, parfois, ils partent et créent leur propre boîte, en appliquant tout ce savoir-faire. C'est un transfert de technologie et de compétences qui se diffuse dans toute l'économie. C'est fascinant. Donc, on a l'effet direct, mécanique, puis cet effet de débordement. Mais la source ajoute encore une couche. L'effet d'entraînement. Quelle est la différence au fond? Ça se ressemble un peu. La distinction est subtile, mais elle est importante. L'externalité, c'est souvent un bénéfice un peu passif. On est à côté de la route, on en profite. L'effet d'entraînement, c'est beaucoup plus actif. C'est une vraie réaction en chaîne, un effet domino. Un investissement va activement provoquer de l'activité dans d'autres secteurs. Il ne fait pas que déborder, il pousse les dominos. C'est tout à fait ça. Et l'exemple de la source, la construction d'un aéroport par l'État, est parfait pour décomposer cette chaîne. Alors, allons-y, décomposons. Étape 1. L'impact direct. Le gouvernement lance le projet. Immédiatement, le secteur du BTP, le bâtiment, est stimulé. Des entreprises signent des contrats, embauchent des ouvriers, louent des grues. Ça, c'est l'effet primaire. Logique, le BTP. Mais ça ne s'arrête pas là. Non, bien sûr. On passe à l'étape 2, l'impact indirect. Ces entreprises de BTP, pour construire un aéroport, il leur faut des tonnes de matériaux. Du ciment, de l'acier, des câbles, du verre. Elles vont donc passer des commandes énormes à leurs fournisseurs. Ah, donc la scierie, le cimentier, l'entreprise électronique, tout le monde se met à travailler. C'est une onde qui se propage dans l'économie. C'est l'image parfaite. Une onde qui se propage en amont de la chaîne. L'activité est entraînée dans des secteurs qui, à la base, n'ont rien à voir avec l'aéroport. Mais ce n'est toujours pas fini. Il y a encore une étape. Oui, et peut-être la plus importante. Étape 3. L'impact induit. Toutes ces entreprises, le constructeur, les fournisseurs, elles ont embauché du monde. Des milliers de personnes ont maintenant un salaire. Et que font-elles avec ce nouveau revenu? Eh bien, elles le dépensent au supermarché, au restaurant, pour acheter une voiture. Précisément, leur consommation augmente. Et cette demande générale qui augmente va stimuler encore d'autres secteurs. L'agroalimentaire, le commerce, le tourisme. C'est une deuxième onde, cette fois en aval, qui se diffuse dans l'économie. Et là, je crois que je vois la fin. Si cette nouvelle demande des salariés est forte, les supermarchés, les usines vont peut-être se dire qu'ils doivent s'agrandir pour suivre. Et voilà, la boucle est bouclée. S'ils décident de s'agrandir, ils font quoi? Ils réalisent un investissement de capacité. On est revenu au point de départ. Un seul grand projet public a entraîné, par une réaction en chaîne, de nouveaux investissements privés. C'est ça la puissance de l'effet d'entraînement. C'est beaucoup plus clair. Au fond, ce qui est fascinant, c'est de voir l'investissement non pas comme une transaction, mais comme une contagion positive. Ça part d'un acte simple, acheter une machine, construire un aéroport, et ça contamine toute l'économie. C'est une excellente synthèse. L'impact de départ est amplifié, démultiplié. On est très loin de l'image de l'interrupteur on-off. C'est plutôt comme jeter une pierre dans un lac. Il y a l'impact, puis les ondes qui se propagent très loin. Tout à fait. Et tout ça nous amène à une dernière pensée, peut-être pour ouvrir le débat. Oui, parce que toute cette analyse, en fait, elle repose sur ce qu'on appelle la croissance extensive, c'est-à-dire une croissance qui vient du fait qu'on augmente la quantité des facteurs de production. Plus de capital, donc plus de machines, et plus de travailleurs, donc plus de travailleurs. On produit plus parce qu'on utilise plus de choses. C'est la croissance par l'addition, si on veut. On ajoute des briques pour faire un mur plus haut.
C'est exactement ça. Mais cette logique a des limites. Qu'est-ce qui se passe quand une économie ne peut plus facilement ajouter des briques? Quand la population stagne, quand les ressources se font rares? On ne peut plus juste ajouter des machines. On se heurte à un plafond. Et c'est là qu'il faut changer de jeu. Il ne s'agit plus d'ajouter des briques, mais de construire un mur plus ingénieux avec le même nombre de briques. Exactement. Et ça nous amène à la croissance intensive. Là, le défi, ce n'est plus la quantité des ressources, mais leur efficacité. La question devient comment produire plus ou mieux avec les mêmes ressources? Et là, la réponse, c'est l'innovation, une meilleure organisation, une main-d'œuvre mieux formée. C'est un défi d'une toute autre nature. Et c'est souvent le vrai enjeu pour les économies sur le long terme.